beaucoup et de me donner la parole et puis de m'avoir invité, donc donner l'occasion de la prendre lorsqu'elle est si gentiment offerte. La première chose que je dirais, alors mon propos va vraiment se situer dans le prolongement de l'analyse, donc je vais même pouvoir me dispenser d'un certain nombre de préalables définitionnels qui ont déjà été très très bien posés. En tous les cas, je ne ferai pas mieux. Et avancer simplement aussi dans la question de savoir le type de relation qu'entretient la question de la vulnérabilité avec la question sociale au sens général de cette formule depuis, en tous les cas, popularisée pour nous par Robert Castel. La première chose à dire, c'est qu'effectivement, il y a bien une extension proprement vertigineuse des usages de la notion de vulnérabilité dans les sciences sociales, mais également dans le langage ordinaire et dans le langage même des politiques publiques de plus en plus. Et cette extension du champ sémantique accompagne ou rend possible une extension de ses possibilités d'application. On est passé, je crois que c'était le lieu d'initiative en tous les cas, du domaine du soin et du domaine de la dépendance à une application sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan institutionnel et politique, sur le plan dernièrement de la sécurité informatique, lorsque M. Poulet a pu parler à propos de la confidentialité des données bancaires des clients de cybercriminalité. On pourrait aussi envisager cybercitoyenneté lorsque les pratiques seront frauduleuses. La difficulté, en tous les cas, est désormais bien souvent de déterminer les sens qui peuvent être attachés aux usages que nous faisons de cette notion, que le titre de ce colloque, d'ailleurs, a très judicieusement envisagé au pluriel. Mon angle sera ici plus particulièrement social et politique, l'objectif étant plus précisément de montrer comment se noue, me semble-t-il, dans l'expérience de la vulnérabilité, le rapport du social et du politique, c'est-à-dire du social vers le politique, mais également du politique vers le social. Et pour cela, permettez-moi tout d'abord de partir d'une considération très rapide concernant l'évolution récente de l'expérience de l'injustice. Guillaume Leblanc en a déjà dit quelque chose, j'ajoute juste quelques remarques complémentaires. Je dirais de manière vraiment un peu caricaturale qu'on a été très longtemps, massivement, sous l'emprise d'un certain paradigme de la justice sociale, d'une conception procédurale, d'une conception transitive de la justice sociale. Et j'ai trouvé dans Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, une expression assez forte de cette notion de procéduralité, même si ce n'est pas lui qui l'invente, elle est liée aux conditions d'émergence de la modernité. Il dit dans La démocratie en Amérique, lorsque la société entière se remue, il est injuste de tenir une classe immobile et quand le plus grand nombre souffre sans cesse de nouveaux chemins vers la fortune, de faire que quelques-uns supportent en paix leurs besoins et leurs désirs. Donc il y a vraiment cette idée que finalement la société est en mouvement et que le seul problème ou le plus grand problème de justice sociale, redistributive, distributive que nous puissions avoir, c'est la question de savoir comment faire en sorte que tout le monde puisse participer de ce mouvement, de cette société qui se remue. Et c'est en ce sens que je parle de conception procédurale ou processuelle ou transitive, plusieurs formules pourraient s'appliquer ici, pour désigner le concept de justice auquel on a adhéré de manière assez massive et que la notion d'égalité des chances exprime de manière extrêmement précise, rigoureuse. Il s'agit bien de s'assurer que tout le monde puisse participer à un marché qui serait le marché de l'emploi, le marché des diplômes, etc., à égalité. Ce paradigme-là a été donc extrêmement puissant. Aujourd'hui, on peut considérer, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, que c'est un concept qui est encore marginalement, sans doute, trop marginalement selon moi, mais qui est contesté désormais, qui peut l'être de deux façons. La première façon, à laquelle je me suis attaché il y a quelque temps dans un travail sur l'égalité des chances, justement, elle consiste à attirer l'attention d'une part sur la structure même de cette conception de la justice sociale, c'est-à-dire l'idée que ce qui doit être juste, c'est le processus qui va nous conduire à tous participer au jeu à égalité, finalement. On est parti de cette conception-là, et l'idée, c'est, ayant montré ceci, de dire, mais ce qui importe aussi, ce n'est pas simplement que les procédures et les processus soient justes, il faut aussi se soucier de la question de savoir si la société dans laquelle on s'attache à faire pénétrer les gens est bien une société juste. Autrement dit, si on considère que la lutte contre l'injustice sociale passe par la dénonciation, par la réduction de l'exclusion, c'est une vue de l'esprit si la société dans laquelle on inclut les gens est une société injuste.
D'accord ? On aura beau avoir des processus justes pour entrer les gens dans l'injustice, mais si la société est injuste, on n'a pas fait progresser la cause de la justice sociale. Donc il y a une première manière qui consiste à dire « attention, décalons le point de vue ». La procédure est importante, et notamment la lutte antidiscriminatoire est un instrument important qui correspond au cahier des charges de la modernité politique, éthique et civique. Donc d'accord, on est d'accord pour le dire, mais ce n'est pas suffisant. En tous les cas, on ne pourra jamais se contenter d'un système qui s'inscrit simplement dans une perspective qui consiste à s'assurer que les gens sont véhiculés de manière juste. Il faut aussi se soucier de la manière dont les choses s'organisent là où ils arrivent. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière rejoint ce qui a été dit autour de la notion du soin et de la vulnérabilité. La question de la vulnérabilité devient une interrogation sur la manière d'être les uns par rapport aux autres. D'accord ? C'est une autre fois une manière de se dire que la question du processus, du transport, du mouvement n'est pas suffisant. Il faut s'intéresser à la manière dont les rapports se nouent entre les gens et les institutions, entre les pratiques et les personnes et les groupes. Donc de cette conception inclusiviste de l'injustice, on est passé à une extension du champ d'application dans une certaine mesure parce qu'on pourrait dire qu'en un sens, nous sommes tous vulnérables. Et donc, il y a peut-être un prix à payer à ce passage, si on veut, d'une conception inclusiviste de la justice à une conception de l'injustice marquée par le thème de la vulnérabilité. Et ce passage serait, en un sens, pardonnez-moi l'expression, mais le risque qu'on noie le poisson d'une certaine façon, parce que précisément, nous sommes tous, humaines conditions, vulnérables à beaucoup de titres. Et donc, dire que la question et la catégorie dominante de la justice sociale, c'est la question de la vulnérabilité, peut avoir un impact précisément en ce sens où ça va disséminer l'expérience de l'injustice à la mesure de la dissémination de l'expérience de la vulnérabilité. D'accord ? Donc il me semble que lorsqu'on enregistre en quelque sorte ce déplacement, il est extrêmement important pour une société qui veut se poser les problèmes de justice qui la concernent, de se soucier aussi de la manière dont se répartit la vulnérabilité dans la société. C'est-à-dire que sans céder au vertige d'un antinaturalisme très fort, ça me paraît important de comprendre et de rappeler que la vulnérabilité n'est pas que quelque chose de naturel, c'est aussi quelque chose qui est socialement construit. D'accord ? C'est pas très original de le dire, heureusement, mais simplement, il me semble que c'est important de toujours se le rappeler. Et de ce point de vue-là, alors là, ce serait plutôt la casquette du président de l'Observatoire des inégalités que je suis qui me permettrait de la faire valoir, en quelque sorte. Ça me permet de rappeler notamment que des inégalités très importantes se manifestent de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de la vulnérabilité, quel que soit le secteur dans lequel on l'envisage. C'est-à-dire que si on prend par exemple la question, parce que la notion de vulnérabilité est tellement séduisante et attractive, avec le risque de dilution que ça peut induire, c'est que tout le monde, d'une certaine manière, essaye de la mettre à sa sauce. Donc on parle aussi de vulnérabilité territoriale, on parle de vulnérabilité environnementale, donc la Terre elle-même, parfois par certains, est dite vulnérable. Donc c'est sans doute nécessaire de l'envisager aussi dans ces termes parce que ça induit et ça rend possible une prise de conscience des risques qui nous menacent, etc. Mais il faut à la fois aller dans ce sens et mesurer les dangers que ça induit. Et donc, du point de vue des vulnérabilités environnementales, on peut dire que la notion de catastrophe, par exemple, avec le caractère naturel qu'elles peuvent avoir, ont depuis longtemps fait l'objet de nombreux travaux qui permettent de montrer que, bien évidemment, dans une tornade, il y a des éléments qui sont très clairement naturels, que lorsqu'il y a un raz-de-marée, ça implique des éléments naturels, mais que les conséquences d'une part, le fait de produire certaines catastrophes naturelles est peut-être lié à des facteurs sociaux, mais que, par ailleurs, les conséquences des catastrophes naturelles ont très clairement des ressorts sociaux. Il y a eu toute une polémique aux États-Unis avec l'ouragan Katrina. On a parlé de Katrina Gate. D'accord ? Il y a eu toute une littérature très abondante pour montrer qu'il y avait des déterminants sociaux de l'être affecté par cette catastrophe dite naturelle. D'accord ? Donc, la première chose à dire, par exemple, ce serait de dire, ben voilà, même dans des configurations où on a le sentiment qu'on a affaire à quelque chose d'intensément naturel, il y a des éléments sociaux qui vont pouvoir jouer. Je pourrais proposer aussi d'autres exemples, tirer par exemple de la question de la maladie, de la vieillesse, de la mort.
on est tous effectivement vulnérables, on va tous mourir, hein, pardon pour cette mauvaise nouvelle, on peut tous tomber malade, on l'est peut-être d'ailleurs tous en ce moment, on va tous vieillir aussi, on est peut-être déjà vieux, etc. Mais toutes ces notions-là ont une composition sociale extrêmement marquée, que ce soit pour certains le plus trivial, par exemple la santé bucco-dentaire, on a des déterminants sociaux extrêmement importants. Quand on regarde par exemple le nombre de caries des enfants à l'entrée en CM2, on va constater qu'un enfant de cadre, à 23% des enfants de cadre ont une carie, alors que 53% ou 56%, si ma mémoire est bonne, des enfants d'ouvriers ont des caries. Donc il y a des déterminants sociaux qui sont extrêmement importants. On sait que l'obésité, et avec toutes les maladies que ça peut induire, répondent aussi à des ressorts sociaux nettement identifiés. On sait ce qu'il en est. Ça tient à la question de l'alimentation, au type d'alimentation, ça tient au type de pratique sportive, ça tient au fait d'être mobile ou de ne pas être mobile. Il y a plus d'enfants d'ouvriers qui ont un écran dans leur chambre que d'enfants de cadre. D'accord ? Le fait d'avoir une télé ou d'avoir un ordinateur dans la chambre, c'est plus le fait d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadres. Il y a des choses comme ça qu'il faut sans arrêt rappeler et qui ont un impact extrêmement important. Je ne donne pas trop... bien sûr, je pourrais évoquer quand même sur la question de la mort, il y a une différence d'espérance de vie qui est très importante. Je ne parle pas même de celles qui se jouent à l'échelle du globe, qui sont criantes et monstrueuses, mais même en France. Il y a des écarts d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers hommes qui sont extrêmement importantes, de l'ordre de 6 à 7 ans d'espérance de vie. D'accord ? Donc, en termes de vulnérabilité, et la mort dans la tradition philosophique a toujours été un grand problème, mais pas seulement, hein. Il n'y a pas que les philosophes qui meurent, heureusement. Ils ont même tendance à mourir plus tard, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en tous les cas, très clairement, sur toutes ces questions-là, on observe que la question de la vulnérabilité répond très clairement à des déterminants sociaux qu'on connaît bien, qui sont identifiables et identifiés. Sur la question de l'éducation et du diplôme, on a, alors avec l'Observatoire des inégalités, on s'est beaucoup battu sur cette question-là parce qu'on avait un discours ambiant. Et c'est souvent comme ça que les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un discours sur la précarité, sur l'insécurité, sur le rapport à l'emploi qui devenait de plus en plus fragile, parcellaire, fragmentaire, interrompu, discontinu, etc. Et l'idée, c'était de dire on est tous précaires. D'une part, ce n'est pas vrai. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut encore le répéter, parce que certains de nos étudiants parfois peuvent en douter, le diplôme protège, très clairement. Il protège au moment de l'entrée sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui décrochent un CDI, par exemple, lorsqu'ils ont un diplôme, si le CDI existe encore. Hein, mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore anachronique de le dire. Donc, il y a plus de chances de décrocher un CDI si on a un diplôme de Bac plus 4, Bac plus 5, pas doctorat. Mais c'est normal parce qu'on voit qu'il y a des post-docs à ce moment-là qui se développent. Mais en tous les cas, Bac plus 4, Bac plus 5, on a plus de chances de décrocher un CDI que lorsqu'on a un BEP ou que lorsqu'on n'a pas de qualification du tout. Mais quand on revoit ces mêmes étudiants, par exemple, 3 ans plus tard, on voit que l'écart s'est encore creusé. Ceux qui ont le plus de qualifications se sont mieux installés, mais beaucoup mieux installés que ceux qui ont des qualifications pauvres ou très limitées. D'accord ? Donc le diplôme protège d'une certaine manière. Donc la vulnérabilité et la précarité, pour ce qui est de la relation à l'emploi, n'est pas quelque chose qui nous frappe. Ça nous frappe tous d'une certaine manière. On a entendu dire qu'il y avait des gens avec des masters qui sont au chômage. On a entendu dire qu'il y avait des cadres supérieurs qui étaient licenciés. Mais ça ne nous touche pas tous de la même manière, très clairement. Dernière chose, et peut-être un peu moins évidente, en tous les cas moins travaillée, j'en suis où là ? 20 minutes Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Ouf. Allez, 3. C'est la question du rapport au temps. Nous sommes très inégaux. Alors là, je ne sais pas si c'est le cas. Ce n'était pas du tout préparé, mais c'était bien fait quand même. Hein. On est très inégaux dans la question du rapport au temps. Sans doute pas par rapport à la question du passé, même si on sait que, par exemple, il y a des conflits de mémoire qui sont extrêmement importants et que tous les passés ne sont pas traités de la même manière. Donc je prends vraiment la question du rapport à la temporalité dans sa pleine extension, à la façon de Saint-Augustin, le passé, le présent, l'avenir. Ce qui est beaucoup plus marquant, c'est sur la question du présent. Il y a des inégalités très très fortes qui tiennent tout simplement... Alors on sait qu'il y a, d'un point de vue sociologique, ça a été bien établi, un processus d'accélération.
extrêmement important, notable du temps. Mais ça induit des différences très importantes parce que tout le monde n'a pas la capacité d'embaucher, la possibilité de déléguer. Donc le temps ne s'accélère pas pour tous de la même manière. Il y a des personnes qui ont la capacité de déléguer énormément de choses, que ce soit sur le plan professionnel, parce qu'ils ont la possibilité de déclencher des décisions d'embauche, mais également sur le plan domestique. Pouvoir embaucher quelqu'un pour s'occuper de ses enfants, pouvoir embaucher quelqu'un pour pouvoir s'occuper de son jardin, de faire ses courses, de s'occuper de la maison, etc. Donc, le temps s'accélère pour tous, sauf pour certains qui ont la possibilité de faire en sorte que le temps s'accélère pour ceux qui travaillent pour eux. D'accord ? Donc, il y a une forme d'inégalité très très forte parce que l'accélération a, on le sait, des effets importants. Il y a aussi des effets de rotation du temps, notamment la question du renouvellement technologique. C'est Rilke qui disait que tout lourd tourment du monde a ses déshérités. Donc la question, bien sûr, quand un âge nouveau naît, c'est qu'elle produit des nouveaux déshérités qui ne sont pas parfaitement adaptés à l'âge nouveau, et elle permet de promouvoir les intérêts de ceux qui sont bien servis, en quelque sorte, par cette transformation. Donc il va y avoir de l'incertitude, il va y avoir de l'insécurité, il va y avoir de la précarité, mais tout ce mouvement-là n'affecte pas les individus de la même manière. C'est pareil pour l'avenir, il y a des gens qui ont la capacité à se construire la notion de plan de vie, la notion de projet de vie, il y a des personnes pour lesquelles l'avenir est juste complètement opaque. D'accord ? Donc il y a des éléments de vulnérabilité très très différents qui vont pouvoir se manifester suivant la position sociale, suivant le statut des individus, suivant le type de patrimoine dont ils disposent, suivant le type de réseau sur lesquels ils peuvent s'appuyer sur le plan social et sur le plan familial. Et ça induit aussi un mécanisme, alors sur lequel j'ai beaucoup plus travaillé dans mon livre sur la question de l'égalité, le dernier livre, c'est la question du rapport aux inégalités en termes de domination. C'est-à-dire que dans la mesure où cette précarité est croissante, cette incertitude se déploie, ce qu'on observe, c'est une tentation très grande de la part des individus, et par exemple en France, c'est vraiment assez bien identifiable, en tous les cas je me suis attaché à le montrer, une tendance à tenter d'externaliser l'incertitude, externaliser la précarité, c'est-à-dire trouver les moyens de sécuriser, de blinder en quelque sorte sa propre position au détriment de ceux dont on accroît l'incertitude. En un sens. C'est-à-dire qu'on essaye de faire peser sur d'autres une partie de l'incertitude qui pourrait reposer sur nous, tout simplement en se dotant de moyens de protéger nos trajectoires, de protéger la trajectoire de nos enfants et finalement aussi de décomposer certaines protections dont on ne bénéficie pas et parce qu'on a la capacité de se recomposer, parce qu'on a du patrimoine, parce qu'on a de l'argent, tout simplement, d'autres types de protections, parce qu'on a des réseaux. Donc quand on défait certaines protections légales, par exemple, quand la loi perd sa capacité de protection, de structuration, ça n'est un problème que pour certains individus. Il y en a qui ont la capacité de reproduire des capacités de protection équivalentes, voire meilleures à celles que leur assurait la loi, tout simplement en s'appuyant sur des réseaux, en s'appuyant sur des ressources financières, en délocalisant leur compte bancaire, en faisant plein de choses. Ils ont capacité de se protéger très fortement. D'autres n'ont pas cette capacité-là. Il y a des personnes qui ont la capacité de sortir du jeu, en un sens, d'autres sont complètement pris et n'ont pas le choix d'être dedans ou d'être dehors. D'accord ? Donc, à mon sens, il y a dans cette question de la vulnérabilité la nécessité aussi de se dire, de mesurer à quel point celle-ci n'est jamais un état qui caractérise un individu, mais qu'elle est surtout un rapport. Ce n'est pas simplement quelque chose qui nous expose à des risques, c'est quelque chose qui est aussi plus particulièrement produit par des risques et des menaces qui sont réalisés. Merci.